Good Morning Business, le débrief de la matinale. Le débrief de la matinale avec Pierre-René Lemar, Dominique Carlac, Renaud Dutreil et Caroline Morisseau. On cherche évidemment toujours un gouvernement à faire ce qu'on peut ce matin pour essayer d'aider, mais il y a ceux qui sont inquiets, ceux qui sont rassurés. Caroline Morisseau, on commence avec ceux qui sont rassurés. On va commencer comme ça ce matin. Du côté des syndicats, c'est plutôt ouf. C'est ça, ils sont soulagés parce que le pire des scénarios selon eux est écarté, c'est-à-dire une majorité RN, et ils restent en revanche extrêmement prudents parce qu'ils ne savent absolument pas à quoi le nouveau gouvernement va ressembler. Donc ils sont prudents, ils passent deux messages, en gros ils se contentent de ça pour l'instant. Ils disent d'abord, ils appellent les politiques à s'inspirer de leur méthode, à dialoguer, à aller chercher des compromis, et puis ils appellent les différentes formations politiques aussi à prendre du temps parce qu'ils considèrent qu'avec cette dissolution, les Français ont été mis à rude épreuve et donc il faut absolument laisser retomber le soufflet avant de prendre des décisions. Alors c'est exactement ce que nous disait François Omril, qui était avec nous hier. On l'écoutait en débrief derrière. Il y en a qui se sentent plus forts pour porter leur vérité, oui, ça c'est vrai, mais c'est aussi une force importante dans la cohésion sociale que de considérer que c'est pas parce que quelqu'un pèse 100, 200 ou 300 que sa vérité est forcément plus importante. Ce qu'il faut, c'est regarder en toute honnêteté et avec une forme de respect finalement de ce dont chacun est porteur pour trouver là encore un point d'atterrissage qui effectivement peut être variable en fonction de l'équilibre des rapports de force, mais un point d'atterrissage sur lequel les gens vont communiquer ensemble. C'est ça qui est important. Renaud Dutreil, François Omril, il dit inspirez-vous des syndicats pour réussir à trouver un gouvernement, la discussion, le compromis. Oui, cette culture du compromis existe dans les entreprises. Pas uniquement chez les syndicats, mais aussi au sein des entreprises. Est-ce qu'elle est transposable dans ce monde politique, qui est une maison de verre, où dès que quelqu'un dit quelque chose, c'est immédiatement sur la place publique? Est-ce que les hommes politiques, les femmes politiques ont cette culture du compromis, de l'intérêt général? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a un très long chemin. Et c'est pas une très bonne nouvelle quand même, Renaud. C'est une catégorie de personnes qui est totalement coupée de la réalité et qui ne pratiquent pas la négociation dans la vie quotidienne. Alors quand ils sont dans leur circonscription, ils sont beaucoup plus pragmatiques. Coupés de la réalité, les députés, quand ils rentrent chez eux, ils se font engueuler oui, mais sur les marchés. Paris, ils sont coupés de la réalité. À Paris, il y a pas, d'accord, mais les autres quand même, quand ils vont dans leur circo, ils sont moins coupés du monde que nous journalistes à Paris. Je peux vous le dire. Les dirigeants politiques aujourd'hui sont coupés déjà de l'entreprise. Quand on a vu tous ces programmes, on a eu une floraison de programmes. Il n'y a pas un programme qui tient la route. Ce sont des programmes totalement irréalistes. Dans une entreprise, un dirigeant qui propose un plan stratégique de cet acabit, il est viré dans les 3 semaines. Donc, on est dans un monde de bisounours où on rêve, on va donner à tout le monde des choses gratuites. La réforme des retraites. Il faut parler de ça quand même, parce que on va en parler. On va parler, gardez tout sur la réforme des retraites. Caroline nous dira si on peut revenir dessus. Juste sur la méthode, Dominique Carlac, s'inspirer des négociations syndicales avec les patrons, vous connaissez ça par cœur. Qu'est-ce qu'il y a à apprendre du côté politique ? Ce qu'il y a à apprendre, c'est qu'on veut progresser, on veut faire atterrir des choses qui sont dans l'intérêt commun des entrepreneurs et des salariés pour se donner de la pérennité. Donc, une culture du compromis est-elle possible ? Elle existe, en fait, la culture du compromis. Est-ce que maintenant, on peut la transposer dans le champ politique ? Nous, c'est sûr qu'on va militer pour qu'il y ait une coalition qui soit la plus pragmatique possible, de manière à pas bloquer, crisper la France, et de manière à avancer sur un certain nombre de sujets. Il ne faut quand même pas oublier que depuis 9 ans, pas depuis seulement 7 ans, depuis 9 ans, on a une politique qui est favorable à l'économie, qui est favorable aux entreprises, et ce faisant, qui est favorable à l'emploi et aux salariés. Donc maintenant, il ne s'agit pas de casser la machine, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que là, on vient d'avoir des travaillistes qui ont été élus au Royaume-Uni, qui est un gouvernement pro-business, des travaillistes pro-business. L'Allemagne veut aider davantage ses entreprises. L'Espagne et l'Italie veulent une politique de compétitivité pour leur pays, et je ne parle pas de la concurrence des pays de l'Est ou du pays du centre de l'Europe. Donc on ne pourra pas se couper, nous, d'avoir une approche pragmatique en faveur de l'entreprise, parce qu'encore une fois, ça servira les attentes des Français qui se sont manifestés dans les urnes, qui est ils ont besoin de sécurité, ils ont besoin de pouvoir d'achat, mais pour avoir du pouvoir d'achat, il faut créer de la valeur. Pierre-René Lemar, vous avez été dans les arcanes du pouvoir. Est-ce qu'on peut faire une grande coalition ? Comment vous regardez la situation politique actuelle ? Une grande coalition, je ne sais pas, mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il y a 3 blocs.
il y a un bloc qui est arrivé en tête qui légitimement dit bah, c'est mon tour, mais qui n'a pas de majorité. Bon. Donc, dans la situation où on est, les hommes politiques, je ne sais pas s'ils sont coupés de la réalité. Quand on sort d'une élection, en général, on est tout chaud de la réalité. Hein. On n'est pas vraiment coupé de la réalité. Peut-être 2 ans après, mais pas tout de suite. Donc, l'idée, c'est comment je fais pour gouverner. Comment je fais pour gouverner? Et ça, c'est une question compliquée, mais à laquelle il faudra bien que les acteurs politiques apportent des réponses. Alors, est-ce qu'on gouverne en se disant j'ai les éléments d'un programme et j'essaye de trouver des compromis avec d'autres groupes politiques? Pourquoi pas? C'est ce qu'on a fait au début de la Ve République, 58-62. Il n'y avait pas de majorité. Vous me direz, il y avait le général de Gaulle, mais il n'y avait pas de majorité. Ça vous Est-ce que, voilà, bon, de Gaulle n'aurait peut-être pas fait comment on appelle ça, une expérimentation hasardeuse. Vous voyez, c'est une grenade dégoupillée. Ouais, voilà, une grenade dégoupillée. Ou plutôt, il l'a fait quand il était sûr de gagner en 1961. Donc, première hypothèse. Deuxième hypothèse, il peut y avoir, effectivement, tout le monde en parle, des coalitions. Bon, les coalitions, ça veut dire se mettre d'accord sur un programme de gouvernement. Je pense qu'on n'est pas prêt d'y arriver. Mais il peut y avoir l'intermédiaire entre les deux, c'est-à-dire des éléments politiques, des choix politiques sur lesquels il peut y avoir des majorités qui soient différentes. Alors, oui. On aurait pu tenter ça quand même depuis 2022. Hein. Il y a des totems, Caroline Morisseau. Il y a la gauche qui dit on va revenir sur la réforme des retraites. Est-ce que c'est possible de revenir sur la réforme des retraites? C'est pas du tout aussi simple, en tout cas, que le dit Jean-Luc Mélenchon. Un simple décret suffit pas. On peut faire des modifications de décret par décret, mais à condition de rester dans l'esprit de la loi. Donc revenir sur l'âge de départ par décret, ce serait pas du tout dans l'esprit de la loi, donc c'est absolument impossible. Pour ramener l'âge de départ à la retraite de 64 à 62, voire 60 ans, il faut obligatoirement en passer par la loi. Pour ça, il faut avoir une majorité. C'est ça. Et on en revient. Et on en revient Et c'est au problème de la majorité. Et quand vous additionnez à Bah l'Assemblée les députés LFI et RN qui pourraient faire du blocage, en fait, ça ne matche pas. Ça ne matche pas d'abord politiquement, mais en plus numériquement. Mais pour faire une coalition, Renaud Dutreil, est-ce qu'on pourrait dire on va revenir sur la réforme des retraites ou ça paraît complètement aberrant? Non, déjà, il faut que la gauche clarifie son programme. On ne peut pas avoir d'un côté les insoumis qui proposent des choses qui sont absolument irréalistes, de l'autre des gens qui sont assez réalistes et qui disent non, non, reste ensemble. Reste ensemble. Donc il y a une fracture qui doit intervenir entre les insoumis et le reste du nouveau Front populaire. Or, ça n'est pas prévu. Pourquoi? Parce que, on en parlait il y a un instant, ils ont en vue les municipales. Ils veulent continuer, en fait, cette alliance d'intérêts électoraux qui leur permet de conquérir des sièges, des places. Et donc, ils font passer, en fait, l'intérêt national derrière leur intérêt partisan. Et ça n'est pas la nouvelle culture qu'on attend tous, qui est une culture du compromis au service de la France et au service des Français. Donc, il faut que ces hommes et ces femmes politiques abandonnent un peu leur culture de partisane, où en fait ce qui les intéresse, mais c'est pas valable pour la gauche, ça, Renaud, c'est valable pour... Les autres ne sont pas dans la même situation, ils ne sont pas confrontés aux mêmes problèmes. Ils sont pareils, hein, ils sont exactement pareils. Mais ils ne sont pas confrontés aux mêmes dilemmes. Donc déjà, il y a un sujet, c'est la clarification à gauche sur le programme. Par exemple, le SMIC à 1 600 € net, ça n'est pas tenable. Moi, j'ai une boulangerie, qu'est-ce que je fais? J'augmente la baguette tradition, je la mets à 1,70 €. C'est ça la réponse? Qu'est-ce qui va se passer? Chez moi, là, dans mon petit village, les gens vont aller chez Leclerc. C'est-à-dire que si on met le SMIC à 1 600 € net, le grand gagnant, c'est Michel-Édouard Leclerc, parce qu'il fait 3 traditions pour le prix d'une. Lui, il est gagnant. Est-ce que c'est ça qu'on veut, qu'il n'y ait plus de boulanger en France? Bon, tout ça ne tient pas la route. Vous dites on augmente le SMIC, on fout la France par terre, quoi. Moi, je suis très concret. J'ai 6 salariés. Aujourd'hui, je ne peux pas passer à 1 600 € net. Ça n'est pas possible. Je suis soit en dépôt de bilan, soit j'augmente le prix de mes produits. Hein. Vous voyez, les produits de tous les jours, c'est le croissant, c'est la baguette, etc. Soit je licencie. Mais si je licencie, je produis moins. Moi, j'entends ça, mais on a un problème de salaire. Je disais la même chose à Jean-Yves Duménil qui était là. Il faut baisser les charges sociales. Je disais tout à l'heure, ok, mais si à un moment donné, on n'augmente pas les salaires et que le travail ne rémunère pas plus, dans 2 ans, on est bon pour le Rassemblement national. Il y a eu des élections quand même. Il y a eu des élections. Alors, les gens ont voté. Il y a 3 blocs, je suis d'accord. Mais ils ont d'abord voté pour dire non au Front National et en même temps, ils ont dit non au gouvernement sortant. Ils ont dit non à Macron.
Pourquoi ? Sur des raisons qui sont liées au pouvoir d'achat, au salaire. Enfin, je ne vais pas refaire les analyses qui ont été faites 42 000 fois. Bon. Si on n'écoute pas ce que disent les gens, en termes de pouvoir d'achat, en termes d'augmentation des salaires, en termes de remise en cause des textes sur le chômage ou sur la retraite, vous allez avoir une révolte qui se traduira à la fin des fins par une victoire encore plus massive du Front National. Donc la question n'est pas de savoir si on fait rien parce qu'il faut être prudent ou on fait tout parce qu'on a un programme qui est un peu excessif. La question est de savoir comment on arrive à faire quelque chose qui soit une réponse possible aux attentes des gens, y compris sur les salaires, évidemment sur les salaires. Et puis, comment on fait pour augmenter les salaires sans passer par la hausse du SMIC ? Parce que c'est ça le sujet quand même. La réalité, c'est que si vous augmentez le SMIC, vous êtes obligé, évidemment, d'en tirer les conséquences sur l'ensemble de la chaîne. Ah bah oui. Bon. Donc, c'est une politique nécessairement globale, c'est une politique d'augmentation, en gros, du pouvoir d'achat. Ça n'a pas été inventé hier matin, c'est un travail qui a été engagé depuis très très longtemps. Les syndicats ont travaillé là-dessus depuis des années. Comment faire directement ou progressivement pour augmenter le pouvoir d'achat ? Est-ce qu'une revendication d'augmentation du pouvoir d'achat de l'ordre de 14% est vraiment un drame humain, alors que je rappelle que l'augmentation moyenne du pouvoir d'achat depuis 2 ans et demi doit être de 20%. Donc l'économie en France, elle est capable de produire ça. Sur les augmentations de salaire. À condition d'avoir de la croissance. Ah bah, à condition. Alors Dominique, d'abord, à condition d'avoir de la croissance. Sine qua non, on commence par ça. Il y avait un petit dessin de Plantu en 1981 où on voyait la gauche arriver avec ça. Et puis, on voyait les passants qui étaient là, qui disaient c'est bizarre, la Tour Eiffel est toujours là. Non mais à condition d'avoir de la croissance. En effet, on peut toujours augmenter le pouvoir d'achat des salariés dès lors qu'on a de la croissance, dès lors qu'on a les moyens de le faire. Hier, on était en conseil exécutif au MEDEF. On évoque le sujet des salaires et il y a quelqu'un qui était dans un groupement de services avec des salaires justement où il y a beaucoup de main-d'œuvre, où c'est pas toujours qualifié. Il disait, moi, j'ai pas de problème avec ça. Si mes prix augmentent, si les marchés publics augmentent, si les grands donneurs d'ordre augmentent mes prix, j'ai pas de problème. Et si on bloque les prix en plus ? Mais en revanche, si on bloque les prix ou s'il y a de la déflation et de la concurrence acharnée sur les prix, on n'aura pas les moyens et ça sera tout le monde perdant. Donc effectivement, c'est une politique générale de l'offre en faveur de la croissance de l'économie qui peut ensuite générer de la valeur que l'on partage. Et ça, il y a un consensus. Comment peut-on augmenter les charges des entreprises et en même temps vouloir bloquer les prix. Impossible. Dans ce cas-là, on tue les entreprises. Et quel est l'intérêt en termes de, d'emploi ? Je trouve ça totalement déraisonnable. Donc, on a quand même, dans l'ensemble, des programmes économiques qui ne sont pas très réalistes et qu'on ne voit pas dans d'autres pays. Je reviens aux retraites. Les Allemands, nos voisins, les Italiens, nos voisins, les Danois, nos voisins, ils sont à 67 ans. Tous les autres, ils sont à 65 ans. Quel est le génie français qui permet d'être à un âge de la retraite à 62 ans ? Pourquoi est-ce qu'on est plus intelligent que les autres pour arriver à faire ça ? Moi, je suis idiot, je ne comprends pas cette réforme des retraites à 62 ans. Et comme je suis complètement idiot, j'attends qu'on m'explique comment on peut faire mieux que les Allemands, mieux que les Italiens, mieux que les Danois, mieux que les Anglais, mieux que les Belges, mieux que tous les pays développés. Comment on fait ? Le problème, c'est que... on fait comment ? Le problème, c'est que le souverain, c'est ni vous ni moi. Le souverain, c'est les gens qui ont voté. Donc, et à même partir du moment où les gens ont voté, il faut essayer de trouver une voie pour aller dans le chemin qu'ils choisissent. Si on prend la réforme des retraites, je ne dis pas que c'est simple, je suis même convaincu que ce sera très compliqué de la mettre en œuvre si jamais elle est mise en œuvre. Mais si vous prenez la réforme des retraites, vous avez une très large majorité de l'opinion publique et des gens qui ont voté qui est contre. Comment on fait avec ? Comment on fait on essaie de dans un leur expliquer monde démocratique pour mettre en œuvre une réforme ou pour supprimer une réforme antérieure qui correspond à ce que veulent les gens, tout en sachant qu'il y a des difficultés économiques qui peuvent en être la conséquence. Et s'ils veulent des choses absurdes, on leur dit oui, on le fait. Bah oui, mais Renaud, sinon on arrête de voter. Mais vous savez, la démocratie, c'est la démocratie. Alors, Caroline Dust. Non, la démocratie, c'est pas la démagogie. Non, c'est pas ce qui m'affole le plus. Alors, Caroline. Non, mais on l'a dit, il est peu probable que la réforme des retraites soit abrogée, elle est enclenchée. Et franchement, on voit mal, on a beau retourner le problème dans tous les sens. Et c'est même pas une demande. Les syndicats disent que c'est même pas une demande qu'ils remontent, que maintenant on est quand même passé à autre chose. Dans le programme. Non, alors que les Français l'aient intégré, après les syndicats tiennent à l'abrogation de la réforme des retraites. La CFTC voudrait même qu'on reparte
pas d'une page blanche, mais qu'on reparte plutôt sur une réforme systémique, celle qui avait été enclenchée avant le Covid, et qu'on remette tout à plat dans ce sens-là. C'est bien dommage qu'on ne l'ait pas faite d'ailleurs. C'est bien dommage qu'on ne l'ait pas faite. Mais maintenant que celle-ci est enclenchée, il y a quand même peu de chances pour qu'elle soit détricotée. En revanche, il y a des réformes, notamment la réforme de l'assurance chômage, qui, elle, pour le coup, a déjà été suspendue. Pour l'instant, les règles ont juste été prolongées jusqu'au 31 juillet prochain, et celle-là, il y a peu de chances pour qu'elle soit maintenue. Elle aurait d'ailleurs pas été maintenue par le gouvernement actuel. La réforme de l'assurance chômage. Oui. Bah, il avait déjà suspendu. Je lâché pense pas qu'il l'affaire. aurait Voilà, il repris. avait suspendu, mais Franchement, je crois après pas. le deuxième Vous savez, le système va se jouer, à mon avis. Tiens, je vais donner un avis. Je me mouille. Le système ne pourra fonctionner, en réalité, moins si on trouve une coalition, une majorité, que si on trouve, parce que c'est quand même la 5e République, si on trouve une absence de majorité négative. En gros, pour que ça marche, Oui. il faut qu'il y ait un consensus de ceux qui ne sont pas d'accord pour laisser gouverner ceux qui auraient été choisis, même avec une majorité relative. Si on a ce système-là... Donc il ne faut pas chercher des points d'accord. Non, il faut éviter les points de désaccord. C'est comme ça que ça a été conçu, la 5e. Ça n'a pas été conçu comme la 4e bis, ça a été conçu comme « je peux gouverner à condition qu'on ne me renverse pas ». Si ceux qui sont prêts à laisser gouverner ceux qui ont gagné décident, au moins pour un temps, de ne pas renverser le gouvernement, de ne pas exercer le droit à une motion de censure, c'est comme ça que ça a été conçu. Ça peut paralyse un peu fonctionner tout, quelque quand même. Mais Je trouve ça tragique. Je trouve cette explication 30 tragique. secondes, Renaud. La France a besoin de faire des réformes courageuses. Le système qui est décrit là empêche toute réforme courageuse. Facilite toutes les réformes qui vont dans le sens de ce que les gens attendent, hein, c'est-à-dire les cadeaux, là, tout le monde sera d'accord pour les voter à l'Assemblée nationale. Mais les décisions difficiles, personne ne sera d'accord. Donc on va vers un système qui sera un système de faiblesse généralisée, avec un gouvernement impuissant. Ça me rappelle le directoire. Entre 1795 et 1799, c'était le directoire, c'était l'impôt sur les portes et fenêtres, c'était la faillite des 2 tiers, c'était l'échec complet. Bon, ça s'est terminé par le 18 Brumaire. Donc Et laissez-moi quelques on est secondes dans pour une situation Dominique, très inquiétante. vous aurez le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que de toute façon, il va falloir être très prudent parce que le nouveau Front populaire ne peut pas gouverner seul et l'alliance LFI et RN ne peut pas fonctionner pour renverser des gouvernements. Donc il va falloir être patient. Il y a quand même des choses sur lesquelles on est d'accord, la simplification par exemple. Alors là, les choses sur lesquelles on est d'accord, en effet, c'est la simplification. Toutes les entreprises PME, TPE, y compris les ETI, appellent à cette simplification parce que dès lors qu'on ne nous entrave pas, c'est mon message aujourd'hui, ne nous entravons pas à créer de la valeur, ne nous embêtez pas à empêcher de créer de la valeur, sinon on ne pourra pas satisfaire les aspirations qui se sont portées dans les urnes avec les Français en termes de sécurité et de pouvoir d'achat. Merci à tous les quatre d'avoir été avec moi ce matin.